continue donc cette deuxième partie de journée consacrée à la reprise. Nos intervenants de l'après-midi, je vous ai présenté brièvement. On va parler de l'immigration bretonne aux États-Unis au XXe siècle avec Charles Kergarabat. On va parler de la présence américaine à Brest en 1917 avec Benoît Quinclis, ici à droite. Et on parlera ensuite à 16h des actualités culturelles et économiques des relations Bretagne-États-Unis avec Éric Betty. Et en conclusion, Elisabeth Wester. On quittera vers 17h15, donc à vous la parole. On passera la parole à la salle après chaque intervention. Matt and Hall. Hello. Nora, ça va? Tout le monde va bien? Ouais. On a une mission ensemble là. Après le super déjeuner, notre but, c'est de ne pas faire la sieste. On est tous d'accord? On va essayer de faire. On va essayer. J'essaye aussi. Hein. Tout dépend de moi. Ouais. Mais je vais vous parler alors. On peut beaucoup parler, et je pense que ce lieu est un exemple parfait de ces liens entre la Bretagne et les États-Unis. Je parle d'un sujet que je connais bien parce que je l'ai vécu. Mes parents l'ont vécu et beaucoup de membres de ma famille l'ont vécu. Cette immigration vers les USA. Et on en parle beaucoup. On connaît certaines choses. Parfois, on ne connaît pas le pourquoi et tout ce genre de choses. Et je vais vous parler un peu de ça. Je veux commencer et je veux dire un grand merci parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui est plutôt cool. Pour plein de raisons. Parce que je suis un enfant new-yorkais. J'ai grandi, j'ai vécu toute ma vie à New York. J'ai fait une scolarité 100% américaine. Et le colonel Armand n'a jamais rentré dans ma scolarité une fois. Mais j'avais un point commun avec les enfants à l'école en Bretagne. Je pense qu'eux non plus n'ont pas eu le droit au colonel Armand. Mais, il y a eu énormément de passages quand j'étais enfant de la Révolution américaine et de l'aide française. Lafayette ressortait beaucoup parce qu'il était très bon à Facebook, il était très bon à la com, et on parlait de lui, et c'est bien, j'étais très fier de ça, c'était important pour moi. Il disait pour une fois que les Français nous ont fait un truc, et ça fait qu'on a un lien assez incroyable avec les Américains sur cette base. Ils ont beaucoup moins d'histoire, qui veut dire que c'est plus facile de se rappeler des trucs. En France, il y a tellement d'histoires que tu oublies pas mal de choses. Aux USA, Révolution américaine, c'est un moment clé. Et de dire que nous, on va dire français, pour commencer, ont un lien spécial, on les a aidés, ils sont reconnaissants de ça, c'est génial. Mais quand on creuse un peu, très 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 vite, on découvre que c'est vraiment beaucoup de Bretons qui sont partis là-bas, qui sont morts et qui ont fait des choses. Et le colonel Armand est un fil conducteur incroyable. Quand on en parle à un Américain, il fait « Waouh, this guy's amazing !» Alors quand Terry parle d'une série Netflix, c'est pas possible que ce gars-là n'a pas une série Netflix, quoi. Il est parfait pour faire pour que sa vie finisse comme ça. Je veux répéter, c'est que moi, j'ai pas eu la chance de le connaître à l'école. Je l'ai appris un peu parce que j'ai creusé le sujet et j'ai découvert ce personnage complètement incroyable. Et on en sait d'en parler. Je crois que c'est Diego qui disait il y a peu de matière en anglais, il y a peu de matière en français aussi, hein, pour être honnête, et ça c'est très dommage. Alors bravo à toutes les personnes qui œuvrent à faire des livres, des documents et tous les futurs livres qui viennent. C'est très très important, c'est très important pour la Bretagne. Sache que parfois je tombe sur des Américains qui connaissent le colonel Armand, c'est toujours des militaires, des officiers ou des choses comme ça, qui me disent oui je connais, j'ai entendu parler. Alors quand Diego parlait de le fait que les militaires ont fini au lieu où il est enterré, c'est pas par hasard. Il y a quand même un lien super. Je veux dire merci souvent aux gens qui n'ont pas le droit de parler sur scène, mais qui œuvrent beaucoup pour la journée. Et je dis un grand merci à Armelle, qui déjà, tu vois, elle a les bras comme ça tout du long là. Elle a beaucoup œuvré pour cette journée. Alors merci à toi et merci à toute l'équipe. Merci à Philippe aussi qui a insisté que Braise America participe à ça. Et pour moi, c'est vachement important. On doit être meilleur à travailler ensemble. Il y a plein d'assauts, tout le monde a un assaut, c'est génial, bravo. Mais on doit être meilleur à faire des choses ensemble.
Et je suis hyper ravi de pouvoir dire que l'Institut, dans ce cas culturel de Bretagne, et Braise America, on dit tiens, on va unir nos forces et on va faire quelque chose. Parce qu'on est beaucoup plus forts ensemble. Et je dis un grand merci à Virginia, qui a cité la ta chose de place. Tu as le droit de faire ça chez toi, et on est chez elle. Et tout de suite, quand je lui ai parlé de cette journée, elle m'a dit oui, c'est une bonne idée, il faut que je vois si on est dispo, tout ça. Elle a tout de suite répondu présente, et c'est vraiment top. Merci. Alors nous... Merci à Jackie. Oui, Jackie aussi, qui... ça fait peut-être 3 ans qu'on a parlé de cette histoire avec Jackie. Et Jackie aussi, on a parlé d'une statue à Virginie. J'en avais parlé au gouverneur de l'État de Virginie, d'une statue là-bas. Alors, et j'ai pas vu Jackie, je sais pas où il est, mais il est là. Il était là. Le Touze, ouais. Toi aussi, bravo à toi aussi. Hein. Tous les Jackie, bravo. Jackie Le Touze, ouais. Alors, je vais commencer à parler de ça. Je vais vous... Ce qui est important, parce qu'on... Alors, juste non, avant aujourd'hui, combien de personnes connaissaient le colonel Armand, le connaissaient bien, qui avaient déjà entendu parler de... Ouais, et vous n'êtes pas la norme. Hein. Vous n'êtes pas la norme. Rentrez à la maison et vous dites, on n'est pas la norme. Combien de personnes connaissent quelqu'un de Bretagne qui est parti aux USA? Non, peut-être c'est la norme, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Et j'aimerais parler aujourd'hui du pourquoi, dans le temps qu'on a ensemble, comment ça s'est développé, cette immigration, les conséquences, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, le fait qu'on est au courant, c'est bien, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite, et parler d'aujourd'hui, parce que c'est bien de parler de l'histoire, mais c'est bien, l'histoire nous permet de nous donner un moyen d'aller plus loin après, quoi. Ça vous va? Elles sont belles les Bretonnes hein, en taxi américain. C'est incroyable. Hein? Alors, on va parler de ces Bretons et il y a beaucoup de gens qui ont levé les mains. Je pense que sûrement les personnes que vous connaissez sont peut-être de cette zone-là. Et qu'est-ce que c'est? Alors, il y a beaucoup de cartes et souvent les cartes sont dessinées par des personnes dans des pièces. Et qui ont plein de bon sens sûrement, mais c'est pas toujours réussi. Et en fait, le triangle là, c'est quoi? C'est sud des montagnes noires. Et c'est hyper fascinant comme chose parce que les Bretons généralement ils ne pensaient pas à des frontières Morbihan, Finistère. C'est un point où tous les départements se retrouvent, mais la vraie frontière c'était les montagnes noires. Et on parle de personnes qui étaient au sud des montagnes noires. Et ils avaient du mal d'aller, je sais pas, c'est des montagnes, alors c'est dur d'aller de l'autre côté, et c'était réellement, même pour les trouver, son Jules, on ne traversait pas la montagne, et beaucoup se faisaient là, et je suis là parce que mon père est de Gouin, et ma mère est d'Aignan, alors ils sont quasiment à côté de Corel, là, dans le même triangle, et c'est très fascinant, et c'est vraiment ces gens-là qui sont partis. Il y en a d'autres ailleurs, hein, mais c'est vraiment, ça s'est concentré là-bas. Et je veux parler chiffres, parce que les chiffres sont importants. Et on parle de 100 000 Bretons. Et ça, c'est un chiffre que Le Monde a récemment sorti dans un article, sur une période de 100 ans. Ça fait du monde. Hein. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et quand on parle spécifiquement de Gouin, de ses alentours, sur une période de 1945 à 1958, c'est 4000 habitants qui sont partis pour les US. Et si vous êtes très bon, vous savez la population de Gouin, c'est combien maintenant? C'est juste en dessous de 4000. Alors sur un peu plus de 10 ans, ils sont passés de 6000 habitants à 4000 habitants. Ils ne se sont jamais remis. Ça n'a jamais remonté la pente. Alors, juste à la fin de la guerre, il y avait quand même beaucoup de monde qui partaient. Alors on va dire les chiffres, bon, 100 personnes par-ci, 100 personnes par-là, mais ça commence à faire du monde dans ces bourgs-là. Et ils allaient plutôt aux USA, certains allaient au Canada, on va parler de ça, mais New York était pas mal. Ils ont Times Square, ils ont plein de trucs là-bas, c'est pas mal, ça fait rêver. Ils partaient aux US, et quand on est en 1967, c'est vraiment la pique des départs, nombre de personnes. Les lois aux US changent après. On parle de 12 000 Bretons à New York,
Ça c'est le journal France-Amérique qui le sort, c'est plus d'un tiers de la population française. Qui veut dire que si tu étais français, tu étais à New York, il y avait une bonne chance que tu étais breton. Et 3/4 travaillaient dans la restauration. Et le chiffre, c'est à peu près souvent, dans ma famille ou les gens que je connaissais, c'était plus de 90% des gens qui faisaient ça. Il n'y a pas un qui faisait ça en Bretagne. Alors ça montrait cette capacité de faire ce qu'on doit faire pour réussir. Alors, le pourquoi. On parle souvent de ça. Il est très économique. C'était une région où ce triangle était très pauvre. Mais il y a des phénomènes qui se passent à ce moment-là. Beaucoup de personnes étaient des agriculteurs. On commençait à avoir des grandes familles. C'est bien des grandes familles, mais bon, s'il n'y a pas assez de terrain pour tout le monde, ça devient compliqué. Et on voit qu'il y a une réduction du besoin de la manœuvre. Il y a une surpopulation. En même temps, double peine, les carrières d'ardoises commencent à fermer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On devient influenceur sur YouTube. À cette époque-là, on ne pouvait pas faire ça. Il y a autre chose qui crée le départ, c'est la capacité de la mobilité. Bon, il n'y avait pas de jet privé à ce moment-là, mais la mobilité commence à se créer avec le chemin de fer. Il y a une ligne Carrère-Ospornin en 1896 qui commence à ouvrir des choses. Le breton ne reste pas juste dans les montagnes noires, le sud de Montagnes Noires, il commence à aller voir ailleurs, qui ouvre des possibilités. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 agences qui vous donnent la possibilité de partir aux US avec des paquebots. Imagine Roudalec, les Gourins, tu as des agences avec des bateaux pour partir. Tu n'as pas de travail, ça commence à être compliqué. Et il y a même Air France qui ouvre un bureau dans la zone. Alors, l'histoire de la mobilité, c'est, on parle d'il y a 100 ans. Hein. Je vais à Cardiff la semaine prochaine, j'organise une Interceltic Business Conference. Vous savez, pour arriver à Cardiff, qu'est-ce que je dois faire de la Bretagne? On parle de mobilité. Hein. Je fais un peu comme eux. Voilà, je dois aller à Amsterdam et j'atterris à Bristol, même pas au Pays de Galles. Alors, quand on parle de mobilité, elle est actualité aujourd'hui. La capacité d'être unis avec d'autres personnes, dans ce cas de nos cousins celtes, la mobilité est importante. Et ça, c'était un facteur important. Quatrième, c'était, et on oublie cela, c'est le réseau. Et ces gens-là, ils avaient déjà des personnes là-bas. On sait que beaucoup de Bretons partaient à Paris. Ces gens-là, là-bas, ils avaient un réseau là-bas. Et je peux le dire, de mon côté, c'était très important. Mon père part avec ma mère, père de Gourin, mère d'Elian, dans le triangle. Ils vont aux US. Mon père avait, en 1969, il avait 11 membres de sa famille directe qui étaient déjà à New York. Il ne parlait pas l'anglais. Il arrive, décalage horaire, tout, des gens qui lui parlent, il ne comprend rien. Le jour d'après, il avait un travail. Le jour d'après, il avait un logement. Ça permettait des gens de partir avec une grande sûreté. Par contre, ça ne plaisait pas à tout le monde. Je mets le petit X là. Il y a plein de gens, 100 000 personnes qui partent. Le gouvernement français n'était pas très content. Et on a des choses qu'on retrouve, le ministère de l'Intérieur commence à dire « Wow, c'est pas normal ça, il faut les arrêter. Le préfet du Morbihan fait quelque chose. » Et il y a un moment où le préfet ne permet pas, ne donne pas les papiers pour les départs. Mais ça n'a pas trop marché. Je vais parler des premiers départs. Et 3 mousquetaires, on va dire fin 1800, 1881, Nicolas, Joe, Louis, ils disent « Ok, on va partir aux US. » Et c'est Nicolas Legrand qui est militaire en France. Et il rencontre un gars qui était aux US, il ne fait que lui parler de ça. Et il dit « Moi, je vais partir aussi. » Il finit au Canada. Et boucheron au Canada, il fait moins 40. Il faut avoir envie. Et petit à petit, ils descendent. Ils sont vraiment à la recherche de travail. Il faut tout. De fermes, d'usines à Connecticut, des mines de charbon à Pennsylvanie. Et ça vaut la peine parce que le salaire moyen pour eux, c'est 30 fois plus que leur salaire à Gourin. C'est impressionnant, hein?
Nicolas n'écrit pas. À un moment, on pense qu'il est un peu mort, le gars. Mais sa femme reçoit de l'argent. Et ça fait pas mal de bruit en bourg. Il y a de l'argent qui tombe comme ça. C'est plutôt pas mal. Et Nicolas, il est un peu comme Lafayette, il est bon au marketing. Il ouvre un bar, le Cheval Blanc. Et tout le monde vient là. Et il a une belle histoire à raconter. Il dit là, lorsque je reviens au pays, ce fut un événement. Tout le monde voulait me voir et la maison ne déremplissait pas. On venait me voir de Gourin à Guiscriff à Lambonnette pour parler des USA. Et son bar fait carton, il vend plein de boissons, il a une belle histoire à raconter, il fait des storytelling, il donne envie. Et ça, c'est important. Il repart par la suite, mais cette filiale s'est créée un peu grâce à des choses comme ça. Elle se crée aussi par la misère. Mes parents sont partis pour travailler, ils ne pouvaient plus rester dans la région de Gourin. Plutôt que choisir Paris ou Quimper, ils ont choisi New York parce qu'il y avait cette possibilité. Et c'est un peu long là, c'est fin 1989. C'est très triste, ça fait un peu de peine de voir une lettre d'un habitant de Gourin qui écrit au maire, qui dit il est très difficile d'arriver à nourrir sa famille. Il demande dans cette lettre au maire comment je fais pour partir aux USA. C'est vrai, c'était chez nous. Et les Américains étaient prêts à les accueillir. Et ça, c'est une histoire magique et beaucoup d'Américains ont la même histoire, qui sont irlandais, italiens, polonais. Et ça nous unit avec plein de gens. Alors, la France, c'est un pays magnifique, 400 fromages, il y a du champagne, et on n'a pas trop envie de partir de ça. Mais chez nous, on était un peu oubliés. Et on était obligé de partir. Alors, ça c'est... On va parler de vagues, début des 1900 et après-guerre. Et en début des 1900, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est intéressant de dire quels sont ces métiers et où on arrive à tirer du monde. Et au début, ce sont dans des maisons de haute société à l'annexe. Il y a des fans de Kerouac ici dans la pièce. Vous savez que Jacques est né dans cette zone-là. Il a fêté ses 100 ans l'année passée. Et il travaille comme domestique dans des grandes maisons de personnes très riches. Ils savent s'occuper des terres et des bêtes. Et ça se passe plutôt bien. Aussi, l'automobile commence à arriver. Ford a une usine au nord de New York. Il y a certains qui trouvent du travail comme ça. Plus connu encore, c'est Michelin. Michelin, qui avait une usine à Clermont-Ferrand, trouvait que le breton était bosseur. C'est vrai. Et ils se sont dit, à New Jersey, on va ouvrir une usine, on veut des Français, on va faire de la pub, il y a des pubs dans les journaux et tout de la région de Gourin, pour aller bosser aux USA à Milltown, New Jersey. Et ça a marché. Sur les 3000 employés Michelin, il y avait 200 Français. Et c'est Marie Pennec qui était là-bas, qui est partie à 19 ans. Elle a dit, les 200, tous les Français, c'était des Bretons. Et il y a une photo de cette usine-là. Malheureusement, j'ai mis un X, petit problème, le crash, Wall Street, tout ne va plus, l'usine ferme. Et c'est un peu la fin de cette première vague quand les gens partaient aux USA. Parce qu'on avait moins besoin d'eux. On parle de personnages, et quand on fait des recherches, et moi ça fait longtemps que je fais ce genre de choses, parce que c'est vachement intéressant, je l'ai vécu aussi, j'ai rencontré plein de gens quand j'étais petit, j'allais au bal du Stade Breton quand j'étais gamin, et il y avait plein de personnages. Et dans mes recherches, je suis souvent tombé sur une dame que je n'ai pas connue, parce qu'elle est morte, je crois, dans les années 70, et elle arrive aux USA en 1914. Elle s'appelait Anna Daniel, elle était présidente d'une association qui s'appelait l'Association Bretonne. C'est rigolo, parallèle là. Et ce qu'elle faisait, elle travaillait pour un avocat. Et à cette époque-là, quand on arrivait, c'était parfois complexe. On dit que c'est facile d'arriver, mais il fallait des gens pour aider.
Et elle arrivait, on pouvait passer du temps à Ellis Island, même beaucoup de temps. Elle arrivait, elle les accueillait. Elle disait, ben non, c'est bon, la personne est avec moi, j'ai déjà un logement pour eux, j'ai déjà un travail. Elle crée cette filiale pour aider les gens. Et ça marchait très très bien. Et encore une fois, c'était parce que des Américains pensaient que les Bretons étaient des bosseurs, et ils voulaient des Bretons. C'était la French Touch, c'était la Breton Touch. C'est pas mal. Et ça, c'est un article de 1967 du New York Times qui la mentionne. Et ce qui est marrant, je trouve, dans cette photo, parce qu'on disait avant que l'État français était contre les départs, là, c'est fin des années 60. Madame Daniel est honorée par le consul de France à New York pour ce qu'elle a fait. Alors, c'est marrant. Réseau breton, j'ai parlé du réseau breton, on est très forts les bretons, un peu comme les Irlandais et les autres pour faire ça. Je mentionne Plein Assaut, l'association bretonne, les agents d'or, qui avait vraiment cette fibre bretonne. Il y avait des cercles, il y avait des bagades. Si vous connaissez Young Gwerning va sonner pour les balles des agents d'or. On voit les costumes là, on voit Anna Daniel qui est en coiffe du pays de Fouenan, c'est fou de voir ça. Il y avait aussi le sport, ça c'est une des premières photos du stade breton. Il y a les Bretons du monde que Philippe, toi tu connais. Il y avait Bretons de Californie, il y avait sur les réseaux sociaux BZH Network, le BZH New York que je suis un des fondateurs, le Bagad New York, Stag qui était en ligne, et Braise America. Alors ça se montre que le Breton avait ce désir de se retrouver. Il y a aussi un besoin. Et l'entraide était importante dans ces réseaux-là. Parfois même quand il y avait des décès, une femme qui était tout seule, les assos aidaient pour ce genre de choses, aidaient pour trouver un travail, trouver un appartement, tout ce genre de choses marchait assez bien. On ne peut pas parler, on a parlé d'avant de la restauration. Et la restauration était essentielle. C'était le job. Non, la restauration était essentielle pour les Bretons. C'était comment ils arrivaient à faire leur vie, gagner leur vie. C'est le cas pour moi. Le fait que je suis allé à l'université, c'est parce que mon père avait un bon travail dans la restauration. Et la liste aurait pu être plus longue, hein, mais ça c'est des restaurants qui étaient connus en soi, tout le staff, le patron, le serveur, la personne qui faisait la plonge, le chef, tout le monde était breton. C'est juste incroyable. Et on parlait de ça un instant. Beaucoup de ces restaurants sont fermés, mais la Bretagne est toujours acteur dans la gastronomie. J'ai mis une photo de Dominique Crin, qui est une chef à San Francisco. Atelier Crin, c'est son restaurant, et elle est étoilée et tout ça. Mais très souvent, on néglige le rôle du breton dans la gastronomie, ou on va dire la popularité de la gastronomie française aux USA. Ils ont beaucoup à voir, surtout dans la région de New York, de faire découvrir la haute qualité de ce qui est la bouffe française, entre guillemets, pour les Américains. C'est l'époque où l'Américain découvre le vin, manger d'une certaine façon, un certain style de vie. C'est les Bretons qui faisaient ça, et je trouve qu'on le néglige. C'est important. Je vais vous parler des conséquences, mais aussi bien distinguer ces deux vagues. On a une première vague avant 1939, moyenne d'âge beaucoup plus élevée. C'était rude, comme je vous dis. Imaginez couper du bois à moins 40 au Canada et après descendre et faire 5 métiers en 2 ans. Elle était purement économique. On crevait de faim, il fallait partir. Dans notre tête, on se disait qu'on n'allait pas nécessairement rester trop longtemps. On avait un certain âge. On essayait de faire de l'argent rapidement et rentrer à la maison. Après 1945, le moyen d'âge tombe de la quarantaine à 25 à 35 ans. C'est le cas de mes parents. Ils avaient 24 ans quand ils sont partis. Et on abandonnait un peu le pays. Peut-être on ne revenait pas. On se disait qu'on allait revenir. Le cas de mes parents, c'est 50 ans aux USA. Et beaucoup de leurs amis, c'est pareil. C'est quoi les conséquences de tout cela ? Il y a moins de monde.
allez faire un tour en centre-Bretagne, vous allez voir, il y a beaucoup de maisons abandonnées. Et beaucoup de gens sont partis ailleurs. Le deuxième est assez rigolo. Hausse de prix de l'immobilier dans les années 80. Et les Bretons, beaucoup de ça maintenant, les Parisiens qui achètent des maisons sur les côtes, et c'est cher. Il y a un moment, en centre-Bretagne, on dit « Oh, les Américains, ils nous embêtent. Ils construisent des néo-bretonnes. » Et ça fait augmenter l'immobilier chez nous. L'agricole d'avant, qui était plutôt basée sur du céréal. Les bêtes, c'était pour nourrir la maison. Avec tous ces départs, qu'est-ce qui se passe? L'après, c'est l'élevage de volailles, vaches laitières, d'animaux de boucherie, l'industrie, il y a plein de choses. Il y a aussi des idées. Des Bretons qui sont partis aux US, qui reviennent, parce qu'il y avait plus de machines aux US. Et l'agriculture devient plus industrielle chez nous, pour des raisons. Et dernier, le lien privilégié avec les US. C'est incroyable ça. On a un lien avec les Américains. On connaît le parti historique, on se disait avant. Mais ça, c'est un lien que tout le monde comprend. On peut parler à n'importe quel Américain à côté de l'histoire. Ils disent « Ah, moi aussi ». Comment ça vient d'Irlande ou d'Italie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une histoire pour aujourd'hui? Est-ce qu'on permet plus de mobilité pour notre jeunesse? Est-ce qu'on pense qu'on peut faire du business? Qu'est-ce qui est possible? On aura le consulat. Après, Éric Péty, comme on se disait avant, ça fait 11 ans qu'on fait des choses ensemble. Madame la consul, plus que ça. Madame consul qui sera là. La Bretagne a une grande chance d'avoir le consulat américain ici à Rennes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec le consulat? Qu'est-ce qu'on fait avec les liens privilégiés comme ça? Aujourd'hui, est-ce que le breton part de la même façon? Pas vraiment, c'est pas pareil. Mais le goût du voyage, les USA ça attire. On regarde Netflix, ça a l'air plutôt pas mal là-bas. Et il y a plein de Bretons qui font des choses diverses, mais l'expat est très différent. Alors, le truc qui est assez marrant, c'est quand on est français, on va dans un autre pays, on est expat. Quand ils viennent chez nous, c'est des réfugiés. Alors nous, on a beaucoup d'expats là-bas. Ils passent 2-3 ans parce que c'est compliqué avec les visas et tout, parfois, de pouvoir rester plus longtemps que ça. À l'époque, avant les années 60, c'était plus facile de rester plus longtemps. Mais c'est fascinant. Et je vous invite d'aller sur notre site web. On raconte les histoires de personnes comme ça qui font plein de choses assez extra. Mais très souvent, ils sont aux US, après ils sont au Japon, après ils vont à Paris, et parfois même ils veulent rentrer en Bretagne, mais ils ont du mal parfois. Rapidement, avant que je finisse et je vous laisse me poser des questions, Braise America, c'est quoi? C'est une asso à but non lucratif qui fait des ponts entre la Bretagne et les États-Unis. On n'aime pas être mis dans des cases, alors on fait pas mal de choses sur le milieu culturel. On aime bien faire des échanges avec des musiciens américains. On fait de la musique bretonne, mais on met une touch américaine, moderne, contemporaine, jazz, musique de blues, de funk, cajun. Et on a fait des tournées dans plus de 25 villes américaines. Et pour beaucoup de ces villes, c'est la première fois qu'ils avaient la culture bretonne. Et très souvent, les gens nous disent « That was cool ». Et on est content. Innovation. Il y a beaucoup d'innovations en Bretagne. On n'est pas aussi bon que Lafayette pour faire de la pub. Mais nous, on s'est dit qu'il faudrait faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a lancé le Braise America Startup Contest. On s'est dit on veut aider des jeunes entreprises, partir une semaine, comprendre qu'est-ce que c'est de faire du business aux USA, soit un format très compact avec des Américains. Ça n'a rien d'aller 6000 km pour voir que des Français, voir que des Américains, leur expliquer qu'est-ce qu'est le marketing à l'américaine, qu'est-ce qu'est la vente, rencontrer des avocats pour comprendre tous les tuyaux qu'il faut avoir, rencontrer des investisseurs, parce qu'il faut des gonecs pour faire des choses. Tout ça, c'est 150 startups qui ont participé, 15 qui ont passé une semaine aux US, et il y a des belles histoires. Oui, on est à Rennes, mais à côté, il y a un Familio qui est de Saint-Malo, qui a participé à notre programme en 2019. Maintenant, ils ont une filiale aux USA, ils font plein de trucs super. Film, Copa comme Cajun. Qui a vu Copa comme Cajun ici?
Ouais. Super film sur les liens entre la Louisiane et la Bretagne. Je pense qu'il faudrait faire, Virginia, un événement avec le film ici, hein, je crois. Il n'y a que 2 personnes qui ont vu le film, alors on trouve. Bon, voilà pour moi. Je suis dans les temps, alors c'est plutôt pas mal. Merci à vous. Merci pour. Merci. Un petit temps d'échange avec Charles. Qui a des questions? Pas des grandes prises de parole. Monsieur Pierre Garabat. Hello. Jacques Bénéant, je suis le secrétaire dont le président Benoît de Bergevin est là. Et je voulais vous dire qu'au Pays de l'Orient, nous avons eu une journée sur l'immigration bretonne avec quelqu'un que vous connaissez. Oui, c'est des copains. Olivier Lebourg. Nous avons même cotisé à Bryce Transamerica. Voilà, il y a un article dans le prochain bulletin qui paraît ça. Et Olivier Ledoux nous a parlé d'un personnage extraordinaire qui est Leroux, qui est un peu gangster. Gangster breton. C'est un breton. C'est du beau marketing, ça. Oui, voilà. Merci. Une question. Qui a une question dans la salle? Là-bas. Bonjour, je m'appelle Marie-Brigitte Duigou. Duigou, c'est peut-être un nom que vous connaissez, puisque Duigou, c'est Gorinois. Mon mari était Gorinois. Il est parti parce que, effectivement, son père est parti en 1951. Lui, il est parti en 1956-57. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire de sa vie. Malheureusement, il est décédé maintenant, Noël, depuis 3 ans. Et ce qui m'a frappé dans votre discours, c'est surtout les aspects positifs. Et c'est vrai que moi, en tant que son épouse, et puis nos enfants aussi, ont pu effectivement être impactés par ces aspects positifs de cette biculture, j'allais dire. Mais moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est toutes les questions d'interculturalité pour tous ceux qui sont revenus. Et ça a été très, très difficile. Parce que mon mari est revenu dans les années 65. Il avait donc vécu 10 ans aux États-Unis, il est revenu à Gourin. Gourin était un pays en voie de développement pour mon mari quand il est revenu. Et ça a été très très compliqué. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est vrai. Hein. La Bretagne n'était pas du tout développée comme New York. Et donc, là aussi, il y a eu quand même des impacts pour moi très difficiles, liés effectivement à tous les gens qui sont amenés à vivre un entre-deux, entre deux cultures. Mon mari est revenu au moment de la guerre du Vietnam parce qu'effectivement il fallait choisir à ce moment-là, puisqu'on tirait au sort pour savoir qui allait se battre. Donc il fallait choisir, donc il a fait le choix de revenir. Mais je voulais insister pour dire que moi je suis complètement d'accord avec la lecture que vous en faites, le business, la liberté d'entreprise, des gens très autonomisés. Moi j'ai toujours trouvé que l'éducation américaine, parce que mon mari avait 5 ans quand il était là-bas, hein, il était très autonome, enfin beaucoup plus que n'importe quel homme que je pouvais rencontrer en France qui n'était pas passé par là. Et ça a été un vrai bonheur pour moi d'ailleurs. Très indépendant, l'éducation à l'américaine est quand même, effectivement, elle a des choses à nous dire, certainement. Hein. Mais toute cette question de l'interculturalité au retour, je crois qu'il ne faut pas l'oublier parce que ça a cassé des vies aussi et ça a cassé des familles. Commentaire, Charles? Ouais, tout à fait. Je regarde le verre d'eau là, est-ce qu'il est à moitié plein ou à moitié vide? Mon côté américain me donne la réponse. Je suis 100% d'accord avec ce que vous dites parce que c'est ma vie. C'est vraiment ma vie, ce côté, je sais, c'est mes parents qui le disent, le cul entre deux chaises. Et c'est vachement dur. Et moi, mon exemple, fils d'immigrant, la plupart des jeunes bretons, ils deviennent américains, c'est le rouleau compresseur des USA, c'est le melting pot, on devient américain, on ne parle plus français, très vite il n'y a peut-être qu'une recette de gâteau breton qui reste, et c'est très dur pour tout le monde dans tout ça, les parents qui sont des immigrés, qui ont un attachement, en même temps ils veulent la réussite de leurs enfants, et il y a un truc qui se passe, le retour je le connais parce que moi, j'ai jamais vécu en France et
j'ai déménagé ici parce que je me suis marié avec une fille du Morbihan. Et je peux vous dire, oui, c'est pas nécessairement évident de revenir, encore plus pour mes parents qui, après 50 ans, sont venus ici. Je préfère rester sur les aspects positifs, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de positifs là-dedans. Ce qui est intéressant avec cette partie vive de culture, on n'est pas les seuls comme ça. On peut complètement comprendre quelqu'un qui habite au nord de Paris, qui a de la famille d'un autre pays. On peut complètement comprendre qu'est-ce que c'est d'être immigrant. Et ça, c'est vraiment génial. Et on peut aussi comprendre quelque chose qui est les langues en danger. Parce que quand on grandit, moi j'ai grandi dans un quartier aux US, le Queens à New York, c'est la plus grande diversité linguistique du monde. Juste dans le même quartier. Dans ma classe d'école, on était une trentaine, il y avait toutes les nationalités. C'est juste complètement fou de vivre ça. Et quand on creuse un peu, on réalise qu'il y a beaucoup de perte de culture et de perte de langue, mais on est beaucoup plus fort avec ces gens-là. On est capable de faire beaucoup plus de choses avec ces gens-là, parce qu'on a ce fil conducteur qui est les cultures, les identités qui sont en danger. Bon, une dernière question, et après on passe à l'intervenant suivant. Ici, le micro va arriver. Merci. Je confirme ce qui a été dit pour le retour, pour l'avoir connu un peu moi-même. Mais il ne faut pas oublier une dimension, c'est quand on part à l'étranger, on est jeune, on revient plus âgé. Et donc le décalage de vision dû à l'âge joue aussi pour la difficulté de réadaptation. Ouais, j'ajoute un truc sur ça. Beaucoup de ces Bretons, quand ils sont partis, ils étaient nés en Bretagne, ils avaient fait leur scolarité, ils se disent, moi je suis breton. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est quand ils rentrent 40 ans plus tard, leur mentalité, ils sont toujours des Bretons, mais les autres n'ont pas vécu la même chose que eux. Et tous ces Américains sont devenus un peu américains. C'est une bonne chose, mais quand ils sont en face de personnes qui n'ont pas vécu ça, ils le disent ouvertement, je ne sais pas quoi leur dire. Ce sont des Bretons. Alors, on parle du temps, on parle du Stade Rennais ou du FCL, mais c'est dur de parler d'économie, de travail. On parle de faire grève, c'est pas un concept qui marche aux US très bien, quoi. Alors, il y a un décalage, et je vous dis honnêtement, je le vois avec ces gens-là, ils ne réalisent pas tout de suite que la personne en face d'eux n'a pas le même vécu. Étant l'enfant qui a eu les deux, je sais à qui je parle. L'américain est différent que le français. Je suis français, hein, j'ai un passeport français, je suis américain, j'ai un passeport américain. Mais j'ai pas vécu l'éducation nationale française. Je suis pas brainwashed de voir peut-être le verre vide. Et c'est vachement important. C'est pour ça que partir, parfois, c'est intéressant. Même si c'est pour peu de temps. Merci Charles. Et on passe à